Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de On en parle à Taïwan, animé cette semaine par Meg Wang et Sasa. Alors aujourd'hui, c'est une édition un peu spéciale puisque nous allons pas parler de ce qui préoccupe les Taïwanais en ce moment, mais plutôt nous allons parler de Taïwan où on raconte Taïwan à travers une nouvelle série de podcasts qui s'intitule Rock Taïwan, la singularité d'une île. Alors c'est une série de podcasts qui mérite absolument d'être connue de tous nos auditeurs. Alors cette série en français est réalisée par Muriel Couton et aussi par Virginie Jorteil. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Muriel Couton dans notre studio. Bonjour Muriel. Bonjour Sasa, bonjour Meg. Bonjour. Oui. Alors, merci d'être venu pour parler de cette série de podcasts et aussi de Taïwan que vous découvrez au fil de la réalisation de cette série de podcasts. Alors, nous pouvons peut-être commencer par une petite présentation de cette série de podcasts. Eh bien, déjà, merci de m'inviter. Cette série de podcasts, elle est née de manière un petit peu originale. C'est en fait une amie qui devait venir me rendre visite à Taïwan et qui m'a déclaré, mais alors tout de go, quand je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Elle me dit « Non, visiter Taïwan, non. Par contre, faire un podcast sur Taïwan, totalement partante. Est-ce que t'en es ?» Et effectivement, très rapidement, on s'est lancé dans l'aventure, un petit peu à l'improviste, et ça a été une belle découverte de pouvoir réaliser ce podcast et de rencontrer à la fois des Taïwanais, mais aussi des Français. Alors les Taïwanais, bien entendu, parlant le français, puisque nous ne parlons pas couramment le mandarin pour le moment. En mars 2023, Virginie, metteuse en scène et autrice, s'envole vers Taipei. Elle rend visite à Muriel, qui a quitté la Bibliothèque nationale de France pour rejoindre son épouse à Taïwan. Pacifique, mais inéluctable. La promesse de Xi Jinping de réunifier Taïwan avec la Chine tient tout autant de la menace. À partir d'une question apparemment iconoclaste, avez-vous fait votre sac de survie ? Avez-vous fait votre sac de survie ? S'esquissent des fragments d'une nation où la démocratie n'est pas un vain mot. Et que contient-il ? Rock Taïwan, la singularité d'une île, est un podcast modeste et subjectif, une tentative de décryptage d'un pays, objet de tous les regards. Il y en a un qui a fait son sac, alors je suis scotché. Et du coup, ce podcast a une particularité, c'est que son sujet principal, ou alors plutôt la porte d'entrée pour aborder les personnes que vous interviewez, c'est leur sac de survie. Est-ce que vous avez un sac de survie et qu'est-ce que vous avez dedans ? Et pourquoi cette question ? Comment ça vous est venu à l'idée ? Alors, c'est venu... Alors, moi, personnellement, j'avais jamais réfléchi au sac de survie. Et il se trouve que mon épouse, quand je suis arrivée, elle est arrivée en septembre et moi en fin novembre, dès que je suis arrivée, elle a commencé à me parler de ce sac de survie. Je me dis, mais de quoi me parle-t-elle ? Et elle ne m'a même pas donné de liste. Donc je me suis retrouvée à devoir constituer une sorte de sac de survie où j'ai glané des informations et surtout avec des éléments à trouver absolument improbables quand on ne parle pas le mandarin. Ah. Voilà, donc c'est un petit peu venu comme cela. Au tout début du podcast, on se posait un peu de questions. Est-ce qu'on va faire un questionnaire à la Proust ? Est-ce qu'on va s'amuser à faire une matrice force, faiblesse, opportunité sur Taïwan ? On s'est dit non, là on va tomber sur un truc un peu pas forcément passionnant. Et le sac de survie, on s'est dit c'est une magnifique porte d'entrée pour pouvoir questionner les gens sur leur rapport à Taïwan, qu'ils soient taïwanais ou français. Voilà, donc c'est vraiment venu d'une discussion et d'une expérience. Et en fait, j'ai jamais réussi moi-même à constituer ce sac de survie. Jusqu'à maintenant, 6 mois plus tard, en fait. Et du coup, c'est un podcast qui contient, il y aura, parce que là, il y a déjà 3 épisodes de sortie, tous les vendredis, si je me souviens bien. Alors, on est encore... là, je dois avouer que moi, je débute totalement dans le podcast. Et en fait, l'idée, on veut en faire un par semaine et on voulait faire ça le mercredi. Alors, pourquoi le mercredi ? J'en ai pas la moindre idée. Bon, il se trouve que le premier, on l'a programmé pas du tout un mercredi. Le second, j'ai voulu le programmer un mercredi, mais il est parti automatiquement. Donc, il est parti un samedi, je crois bien. Ah, mais okay. En revanche, le troisième, on a réussi à le programmer. Alors, voilà. Mais c'est effectivement le mercredi. C'est mercredi, d'accord. Je
suis désolée, je me suis trompée dans les dates. Et du coup, comment vous avez choisi des personnes qui racontent Taïwan? Je sais que c'est des francophones et des Français qui vivent à Taïwan, mais il y a forcément un tri au préalable. Alors, en fait, moi, je suis pas là depuis très longtemps, donc ça a été un peu au gré des rencontres que j'ai pu faire à Taïwan depuis que je suis arrivée fin novembre, et des personnes où je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Donc, on avait visé un peu large, mais toujours en se disant, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de parler? Parce que c'est aussi un sujet. Il y a des personnes que j'ai sollicitées qui m'ont dit, super, mais en fait, on se sent pas habilité à parler de Taïwan. En fait, la réticence, elle est plus venue des Taïwanais francophones que des Français. Alors, les Français, ils sont hyper partants. Plus globalement, ils adorent tous Taïwan. Et les Taïwanais, mais ça, je peux tout à fait comprendre la réticence qu'ils avaient, c'est que je pense qu'il y a les Taïwanais essaient de toujours vraiment très bien faire les choses. Et ils étaient inquiets à l'idée de ne pas forcément avoir toutes les questions précisément, est-ce qu'ils allaient suffisamment bien parler le français, etc. Donc, ça a été... et aussi dans le choix, c'était d'avoir des gens qui viennent d'horizons très différents. De ne pas être uniquement, je ne sais pas, que avec des profs ou qu'avec des intellectuels. C'était pas du tout l'idée, c'était de la diversité, justement pour montrer qu'à Taïwan, il y a plein de voix que l'on peut écouter. Elles viennent de différents endroits de la société. Et donc, pour l'instant, il y a eu une professeure de mathématiques, un cinéaste. Donc ça, c'est pour le côté français et belge, je crois, si je me souviens bien. Avenir, le belge. D'accord. Et du côté des Taïwanais, ou plutôt taïwanaises, il y a eu la directrice artistique adjointe du Théâtre national de Taipei. Et donc, parmi ce qu'ils ont expliqué, ou parmi leurs témoignages, et puis même peut-être dans les podcasts à venir, est-ce qu'il y a des réactions ou des choses que les personnes interviewées ont dites qui vous ont particulièrement marqué, ou qui vous ont fait réfléchir, ou enfin, en tout cas, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous personnellement de faire ce podcast? En fait, je pense que faire ce podcast m'a permis aussi de plus me connecter à Taïwan, parce qu'en fait, quand on arrive, déjà, il y a un effet... alors, moi, je travaillais jusqu'à mi-novembre en France, à la Bibliothèque nationale de France, et soudain, en 15 jours, on ne travaille plus. Et ça m'est jamais arrivé, en fait, depuis que j'ai commencé à travailler vers 22-23 ans. Donc là, c'était déjà donc pas forcément facile de rencontrer des personnes. Donc en fait, le podcast, ça a été un moyen de rencontrer des gens qui sont là depuis, globalement, longtemps. Et puis sinon, des Taïwanais. Et c'était aussi de pouvoir échanger avec eux sur ce que nous percevions de Taïwan, qui est forcément un peu stéréotypé, et d'un peu fouiller, enfin, en tout cas, de chercher à découvrir avec eux ce qui constitue justement la singularité de Taïwan. Donc, ce qui, nous, en tout cas, nous a le plus marqué avec Virginie, c'était un rapport extrêmement calme à la situation. En fait, de toutes les personnes interviewées, il y a une personne qui était un peu angoissée. Mais alors, sinon le reste, mais toutes les personnes disent, ok, ça fait 70 ans qu'on est sous pression, sous tension, dont acte, mais c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter de vivre, c'est pas pour autant qu'on va ne pas continuer à se battre pour la démocratie, et qu'on va aussi développer ce modèle de société que nous, on a trouvé très, très impressionnant. Sachant qu'on ne tombe pas dans l'angélisme non plus, tout n'est pas parfait à Taïwan. Mais en tout cas, pour des Français et des Belges, puisque Virginie est belge, il y a une qualité de vie quand même à Taïwan qui est assez phénoménale. Ce qui se passe parfois, c'est que je me réveille le matin, j'ai des textos de gens qui me disent « tout va bien » et je me dis « ah, il y a dit, c'est passé quelque chose avec la Chine », mais moi personnellement, je ne le ressens pas du tout. Manœuvre militaire chinoise autour de Taïwan. La communauté internationale réagit aux exercices militaires de la Chine. Pour le moment, le plus important, c'est d'essayer de stabiliser la région. Géopolitiquement, Taïwan est protégé, entre guillemets, pour l'instant. Donc, on n'a pas si peur de ça, c'est aussi pour ces raisons. La Chine est en train de prendre des décisions irrationnelles. Aux États-Unis, ils ont l'intérêt de protéger Taïwan, mais ils le protègent pour leur propre intérêt aussi. C'est un win-win system. Un tiers du PME mondial qui est sur place. Déjà, le PME de Taïwan... Oui, c'est intéressant ce décalage, entre guillemets, entre
Taïwan qui fait de plus en plus la une des médias en France ou aux États-Unis, avec un ton parfois alarmiste et puis le ressenti des personnes sur place. Et donc du coup, cette question du sac de survie, c'est finalement effectivement une bonne porte d'entrée. Oui, parce que, alors, en fait, j'avais posé des questions à certaines personnes sur ce fameux sac de survie en disant, mais est-ce que vous faites un sac de survie ? Et avant de commencer la série de podcasts, je me dis, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée ? Parce que j'ai pas l'impression que le sac de survie soit un vrai sujet. Et en fait, c'est le décalage entre un sac de survie qui est quand même quelque chose d'assez... ça a beaucoup de sens, ça peut être anxiogène, etc. Et justement, ça permet d'aller direct dans le sujet, en fait, sur ce qu'est Taïwan. Et une des raisons, en fait, pour laquelle on a aussi souhaité faire cette série de podcasts, plutôt que du tourisme, c'était aussi de se dire, mais tous les jours, il y a des informations tellement anxiogènes qui viennent, comme vous le disiez, de l'Occident, que ce soit la France, mais de l'Europe, des États-Unis. Et c'est pas du tout ce qu'on ressent ici. En fait, ici, on a juste l'impression qu'on est totalement pas du tout dans le même pays que ce qui est décrit à l'extérieur. Donc voilà, ça c'était aussi une des vraies... Enfin, en tout cas, un des axes qu'on voulait développer pendant le podcast. Si je peux me permettre, à propos du sac de survie, ou moi j'appelais ça à l'époque un sac de secours, quand je suis arrivée à Taïwan, là où je travaillais, on m'a sensibilisée à ça, donc j'en ai préparé, etc. Mais à l'époque, c'était pas du tout dans cette optique-là actuelle, mais c'était plutôt à propos des tremblements de terre. Et c'est vrai que c'est assez... Voilà, c'est un autre sujet aussi à Taïwan. Et ce qui m'a marqué, c'est que j'ai donc préparé ce sac de secours, mais qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, je ne pense jamais à aller prendre mon sac de secours. Parce que quand il y a un tremblement de terre, en fait, je ne sais pas pour vous, mais on se demande juste qu'est-ce qu'il faut faire. Et le temps qu'on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, on a paniqué, c'est déjà fini en fait. Heureusement d'ailleurs que pour l'instant, je n'ai pas eu un gros tremblement de terre. Mais je trouve personnellement que quand il y a un tremblement de terre, avoir un sac de secours, c'est une chose, mais penser à le prendre, c'en est une autre. Il faut mettre sous l'oreiller, en fait. Mais vous, Meg, vous en avez un ? Pas vraiment, non. Voilà. Je crois que on est conscient que c'est vrai que ça peut aider en cas de désastre, mais c'est vrai qu'on ne pense pas tout le temps à... C'est compliqué à réaliser un sac de survie, et surtout, il faut renouveler régulièrement le contenu dedans, en fait. Du coup, c'est plus embêtant qu'autre chose. Mais la question que j'ai aussi, j'ai l'impression pour les Taïwanais, lorsqu'on parle de sac de survie, c'est surtout par rapport aux désastres naturels, en fait. Mais c'est dans votre rencontre, c'est pas du tout à ça. On pense surtout aux menaces chinoises, où il y a cette association. Alors, entre celui qui nous déclare mon sac de survie, j'y mets le maître ignorant de Jacques Rancière, et on lui dit, et quoi d'autre ? Non, juste le maître ignorant. Bon. Et d'autres personnes qui vont nous dire, mais vous parlez du sac de survie pour les désastres naturels ou pour la potentialité d'une guerre avec la Chine. Donc en fait, très rapidement, les gens en fait parlent calmement, mais ils nous expliquent, oui, bon, en fait, plutôt pour les phénomènes naturels, et pour la guerre, en fait, ce qui vient là à ce moment, c'est les personnes qui ont pu éventuellement faire un stage avec l'académie Kuma. Ah, Kuma. Où là, on se dit qu'on aurait fait le même podcast, mais d'ailleurs, on ne l'aurait peut-être pas fait, il y a 2 ou 3 ans. Je ne suis absolument pas sûre que les gens seraient même posé la question du conflit potentiel avec la Chine. En fait, je pense que ça vient aussi de ce qui s'est passé, notamment cet été, et qu'il y a une sorte d'inflation informationnelle sur Taïwan. Donc, et c'est vrai que la blague que j'imagine beaucoup de gens font, c'est dire, vous allez où ? À Taïwan ? En Thaïlande ? Donc, ça existe encore, mais je pense qu'il y a vraiment eu... Maintenant, les gens savent à peu près où se trouve Taïwan, à peu près à quoi ressemble cette île. Mais pour le sac de survie, en tout cas pour revenir à la question, c'est vrai que je pense qu'au début, c'était plutôt pour les désastres naturels. Et les gens ont quand même quelques notions. Ils ont beau dire... En fait, ils vont jamais jusqu'au bout de leur sac. Voilà, c'est juste ça. Sac d'urgence.
Il est important de stocker suffisamment de matériel et nourriture dans votre maison pour répondre aux besoins de votre famille pendant au moins 3 jours. Avez-vous fait votre sac de survie ? Honnêtement, non. Si je dois vraiment vous faire un sac de survie, je vous le fais, hein, ça prend 3 secondes. Ah oui. Médicaments, un kit de couteau, une pierre à feu, 2 paires de chaussures, 2 pantalons, 2 vestes imperméables, 2 t-shirts de pull. Et je finirai par mettre, je pense, une gourde, vous savez les gourdes là, spéciales pour purifier l'eau, tout simplement. Checklist. La lampe, des radios, papier toilette. On m'a dit que c'est très important. En tout cas pour bien vivre, voilà. Quelque chose pour manger. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de l'eau. Conservez ces matériels dans des contenus robustes et faciles à transporter, tels que valises à roulettes ou sac à dos. Alors la première chose que j'ai mis dans le sac de survie, attention vous êtes prêts, c'est les doudous de mes filles. Parce que c'est quand même un élément de survie. La survie en elle-même, elle est assez inimaginable. Tu vas dans n'importe quelle ville à Taïwan, tu descends, tu as 8 7-Eleven, 12 Family Mart, ils sont côte à côte. Le concept de survie, il est compliqué, c'est-à-dire, je crois que tu survis quand tu trouves pas un 7-Eleven à moins de 100 mètres, quoi. Là, tu rentres dans la survie à Taïwan, donc c'est vrai que je pense que c'est très inimaginable ici. Ensuite, j'ai mis des boules caisses. Ça paraît bête, mais qu'on puisse dormir tranquille si jamais. Parce que j'ai l'impression qu'en situation de crise, si en plus tu peux pas dormir la nuit, c'est trop bruyant, c'est une cata. La menace chinoise continue, constante. Je pense que si vous parlez avec les gens ici, pour eux, l'éventualité d'une guerre est impossible. C'est-à-dire, ils y croient pas du tout. Moi, en tant qu'Européen, quelqu'un qui a passé pas mal de temps ici, j'entends l'alarmisme à l'extérieur, mais après, il y a une réalité. C'est une île. Et c'est pour ça que j'ai du mal à y croire aussi. Ça reste un truc qui est de l'ordre de la science-fiction. Puis au bout de 3 semaines, on est tellement tranquille ici, on a défait le sac de survie. Donc non, je n'ai plus de sac de survie. Et j'ai l'impression qu'il y a des mots-clés qui reviennent en fait. Dans les premiers épisodes que vous avez diffusés déjà, il y a la bienveillance, il y a la gentillesse, il y a aussi l'Ukraine en fait. Alors, en fait, on s'est livré... Alors, avec Virginie, en fait, on s'est un peu réparti les rôles en fonction... Parce qu'on a fait ensemble pendant 10 jours ces entretiens. Après, Virginie vraiment adore le côté... montage, le son, elle a quand même développé, enfin moi je trouve un décor sonore incroyable. Oui, tout à fait. Bravo. Et donc moi je me suis dit, moi je me suis initiée au montage, je peux pas dire que c'était un petit peu laborieux, pour pas dire vraiment laborieux au démarrage, et du coup moi j'ai travaillé sur les mots-clés en fait. J'ai pris chaque épisode en me disant, qu'est-ce qu'on a comme mots-clés, et donc j'ai fait un travail où à chaque fois je ressortais avec une trentaine de mots-clés, et après j'ai vérifié sur les 10 ou 11 épisodes, quels étaient ceux qui revenaient le plus souvent, et ensuite les mots-clés de l'épisode. C'est pour ça qu'à chaque fois, dans la description de l'épisode, il y a ces fameux mots-clés. Et donc, on a des choses extrêmement... Alors, du coup, moi, j'avais gardé dans les mots-clés vraiment récurrents de toute la série. Donc, bien entendu, Chine-Taïwan, c'est pas très original. Xi Jinping, Tsai Ing-wen, c'est pas très original, mais c'est quand même bien qu'il soit à chaque fois... Il y a bien la question de la guerre, de la géopolitique, la liberté, parce que ça, c'est... une chose, le sac de survie, puisque ça c'était un peu le sujet, le tremblement de terre, mais aussi la bienveillance. Et c'est quelque chose qui est sorti quasiment de tous les épisodes. Il y a une forme de bienveillance qui est vraiment exceptionnelle, en tout cas pour des Français. Et même moins pour des Belges, parce que je pense que la société belge est plus... je ne sais pas si on peut dire ça, apaisée, mais pour les Français, où le rapport est toujours dans le conflit, etc., venir à Taïwan, c'est juste incroyable, quoi. Il y a une forme de bienveillance. Tu vois, de prime abord, les gens, ils sont bienveillants. Il y a pas... le premier sentiment, il est là. C'est-à-dire, en France, il y a tout de suite, c'est la méfiance qui prend. Et après, on ouvre un peu. Ici, d'abord, les gens, ils sont bienveillants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous faire confiance, ils sont bienveillants. C'est-à-dire que c'est plus facile d'arriver à la confiance que chez nous. Où c'est plus bizarre, c'est plus galère. Chez eux, il y a une bienveillance.
Même sur le plan de la sécurité aussi, c'est vrai qu'on peut sortir à Taipei beaucoup plus facilement la nuit en étant une femme qu'à Paris. Et ça a été souligné effectivement dans le premier podcast, je crois. Oui, et même dans celui de Xin Yuan, qui est sorti hier, donc elle, en tant que taïwanaise, elle en parle, mais même c'est le rapport aux objets, enfin, le truc stupide, mais perdre son portable, à Paris, on ne le retrouve pas. Bon, évidemment, et ben moi j'ai réussi à le perdre. Et ben il y avait une personne qui était postée à l'endroit où j'avais perdu et qui attendait que la personne qui avait perdu vienne le chercher. Et ça, c'est vraiment. Et du coup, c'est extrêmement. Enfin, c'est quelque chose de très précieux pour le mental. En fait, c'est tellement agréable de se dire, ok, il n'y a pas de. Quand tu vas dans les parcs, en France, tu as toujours l'œil sur tes enfants, tu as toujours peur qu'ils disparaissent. Ici, alors, ça doit exister, mais tu as l'impression que ça n'existe pas. Il n'y a pas de vol d'enfants, il n'y a jamais d'altercation. Tu sais, en France, tu as des groupes de jeunes, parfois tu as peur de passer. Ici, tu les vois, ils sont en train de danser du hip-hop. Si tu les prends en photo, ils sont trop contents, ils sont fiers. Ils te font un petit mouvement si tu fais une petite vidéo. Donc, tout mis bout à bout fait que les gens sont gentils, ils vont vers toi. Si t'es perdu, tu sors ta carte, clac. Enfin, maintenant, c'est plus ton téléphone, mais les gens, ils voient que tu cherches quelque chose, ils viennent te demander pour t'aider. T'es en confiance ici. T'as pas l'impression qu'on va venir. Le fait qu'il n'y ait pas de petits vendeurs à la sauvette aussi, comme il y a dans certains pays d'Asie ou sur le Trocadéro, il y a personne qui vient pour te solliciter pour quelque chose. S'ils viennent, c'est pour t'aider, quoi. Donc ça contribue vraiment à la sérénité, je trouve. Les seuls moments de stress à Taïwan, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est la circulation. Alors moi, ça me dérange pas. C'est pas faux. J'adore. Mais en fait, cette société est tellement... Alors, on peut aussi dire qu'il y a du contrôle social qui est assez fort, mais il y a quelque chose vraiment de très fluide, sauf à vélo, en scooter et en voiture. Là, les Taïwanais sont plutôt agressifs, ce qui est quand même bizarre. À vélo, c'est n'importe quoi. Mais moi, ça me fait rire parce que j'adore le vélo, donc... Et les scooters, faut juste faire avec, quoi. Mais c'est vraiment... C'est drôle, c'est comme si il y avait un endroit où les gens perdaient un peu cette espèce de calme. C'est leur soupape de sécurité, peut-être. Sûrement. La règle, c'est le plus gros a raison, en fait. Donc le camion a raison sur le bus a raison sur les voitures sur les... Oui, alors... Du coup, les piétons et les vélos sont les derniers, en fait. Et alors, du coup, moi, je développe un rapport totalement différent, parce que j'estime qu'en tant que cycliste, j'essaye de faire relativement attention, je ne suis pas parfaite, mais j'estime que la voiture doit, de toute façon... Alors, autant les piétons, c'est eux qui sont rois, mais les voitures doivent attendre. Et en fait, non. Donc, j'ai juste... maintenant, j'en tiens compte. Et du coup, à travers parce que j'ai l'impression, vos premières impressions sur Taïwan, c'est quand même pas une ville très agréable au niveau de la vue, en fait, surtout. Vous avez parlé de architecture anarchique, je crois. Et est-ce que à travers la réalisation de podcasts, est-ce que vous avez des perceptions différentes de Taïwan? En fait, quand on arrive à Taïwan, enfin moi j'avais même au début pensé à une architecture dystopique, parce que j'ai dû faire une sorte à vélo, je me suis fait toutes les rivières de Taipei, et quand il fait pas beau, et qu'il y a toutes ces tours qui sont quand même pas hyper jolies, je me dis waouh, mon Dieu. et en fait, avec les podcasts, c'est comme si enfin en tout cas pour Virginie peut-être moins, parce qu'il est resté que 10 jours, mais pour moi ça m'a permis de me dire ouais, c'est comme ça, et puis voilà, c'est pas très grave. Mon sens esthétique, je dis pas que je reverrai pas avec plaisir l'Europe, mais en fait, grâce au podcast, c'est pas que je fais partie maintenant de Taïwan, mais il y a une forme je me suis habituée à cette architecture, mais pas seulement. Et c'est vrai que je me sens peut-être plus intégrée, en fait. On espère que c'est qu'un début. En tout cas, moi, personnellement, j'espère qu'il y aura une suite à ce podcast, puisqu'il y a 10 personnes, je crois, que vous avez interviewées. Ouais. Et est-ce que vous avez envie de continuer avec une saison 2 pour aller plus loin, ou d'autres idées ? Oui, il y a on aimerait bien... là, on en a reparlé avec Virginie. Alors, elle est quand même très, très prise, parce qu'elle est en fait en train de mettre en scène un livre qu'elle a écrit elle-même, qui s'appelle « Ces enfants-là », qui sera, la première aura lieu le 29 novembre au Théâtre National de Wallonie-Bruxelles. Donc, elle sera peut-être moins dispo, mais on s'est dit quand même, il y a un sujet
c'est l'arrivée des élections présidentielles dans un contexte quand même compliqué, un contexte géopolitique qui est compliqué. Et l'idée, c'est pas tant de faire un podcast sur les élections, mais peut-être de voir si on pouvait interroger, alors là avec les Taïwanais, parce que les Français seraient peut-être moins pertinents, sur les sujets qu'ils souhaitent voir portés dans cette élection. Parce que je ne suis pas sûre que les Taïwanais parlent spontanément de politique. Autant en France, on aime bien fighter un peu là-dessus. Je ne suis pas sûre que le Taïwanais, surtout avec des Français, va forcément se livrer, mais plutôt de les interroger sur des sujets comme le rapport à l'écologie, le rapport au plastique. Alors, je sais que vous avez l'émission sur l'éco-construction, etc. Et je pense qu'il y a vraiment un sujet, même sur des questions de société, sur des questions de migration. Donc, peut-être qu'on pourra faire quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ce serait avec plaisir. Mais en tout cas, s'il y a une chose qu'on a retenue, c'est il y a vraiment la question de l'impermanence en fait à Taïwan. Rien n'est figé. Il y a une capacité d'adaptation incroyable. Et en fait, Sinuan a dû déclarer dans Le Monde, quand elle a fait la Taiwan's Week, une chose que j'ai trouvée géniale. Elle dit « Nous sommes dans un équilibre précaire, jamais vraiment en danger, jamais vraiment en sécurité. » Et ce qui fait que du coup, les Taïwanais je trouve que c'est vraiment extrêmement juste par rapport à ce que je perçois de Taïwan. Maintenant, il faut que je continue à vivre à Taïwan pour approfondir le sujet. Et ça pourrait être intéressant aussi, peut-être un jour, lors de l'un de vos voyages en France ou en Belgique, de faire un podcast avec des Taïwanais francophones qui habitent en France ou en Belgique. Bon, peut-être que ce ne sera pas avec le sac de secours, il faudra trouver une autre porte d'entrée. Non, encore que... Oui, encore que... Quelle chance vous avez de vivre dans un endroit où on n'a pas besoin de sac de secours, en fait. Oui, mais en fait, c'est là où... C'est le paradoxe de Taïwan. En fait, en France, la question de la démocratie, je me la suis. Pour moi, ça faisait partie de l'ADN du enfin, quand on vit en France ou en Europe. Mais j'y ai réfléchi, mais ça n'a jamais été un enjeu. Et à Taïwan, ce que je trouve génial, enfin, vraiment, c'est quand même la question de la démocratie, comment on l'apporte, comment on essaie de l'améliorer. C'est vraiment au cœur des préoccupations. Et c'est pas quelque chose de totalement abstrait et théorique. C'est vraiment un rapport au monde que les Taïwanais ont à la démocratie. Et alors ça, c'est superbe de découvrir ça. Mais c'est aussi par rapport à la Chine continentale. C'est-à-dire que c'est Bien une sûr. des grandes différences aussi par rapport à la Chine continentale. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les Taïwanais aiment tant la démocratie. Bon, ce qui est plutôt positif, en tout cas. Oui, mais tant mieux, en fait, en tout cas, que ça... Parce que moi, j'ai découvert aussi les événements de 2014. J'en ai un vague souvenir. Et c'était pourtant il y a que 8 ans. Mais vous voulez parler du mouvement des tournesols ? Du mouvement des tournesols. Qui a été très très peu reporté dans la presse française. Bah, pratiquement la dernière semaine, ils ont commencé à se réveiller. En tout cas, une des personnes qu'on a interviewées, Jérôme Lanche, qui lui avait écrit un article pour Le Monde Diplo. Et vraiment, du coup, je me suis un petit peu intéressée au sujet. Je me suis dit, wow, des jeunes qui arrivent à prendre... alors, d'assaut, mais c'est pas négatif, la question du yuan législatif, c'est ça, et de faire en sorte d'instaurer un rapport de force, mais toujours dans le respect et en discutant, et non pas en étant uniquement dans la culture du conflit et du clash, et de quitter ensuite et de remettre tout en ordre, et de faire en sorte que, de toute façon, l'accord commercial qui devait être signé, enfin les accords commerciaux, ne l'ont jamais été. Et on peut imaginer qu'il y a eu aussi un lien avec l'élection ensuite de la présidente Tsai Ing-wen. Respect. Et puis en plus, dernière chose, c'est quand même Taïwan a une femme présidente. Et ça, moi je dis bravo. Voilà. Merci beaucoup d'être venu au studio de RTI pour parler de cette série. Rock Taïwan, la singularité du Nil. Dont on mettra évidemment les liens sur le site de RTI dans notre émission On en parle à Taïwan. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci.